Il y a quelques heures, Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique qui travaille à l'école de médecine de Stanford, a publié une interview excessivement importante avec Ido Portal, qui est le coach de mouvement le plus réputé dans le monde. Et moi, j'ai écouté cette interview et étant une personne qui a fait non seulement un stage avec Ido Portal, mais également beaucoup de stages et de coaching avec pas mal de ses étudiants proches, et aussi étant une personne qui suit Andrew Huberman littéralement depuis ses débuts, j'ai sélectionné les 16 points les plus importants qui ont été abordés dans cette interview. Vous allez voir que ces points vont changer radicalement la manière dont vous allez voir le sport, votre corps, vos entraînements et la santé de manière générale. Et je suis sûr que ces points vont avoir une influence très positive sur vos performances et sur votre vie de manière générale. Et on va commencer par le premier point. Alors, comme le disait Charles Scott Sherrington, qui a eu un prix Nobel, c'est qu'une des raisons principales pour lesquelles on a un si gros cerveau en premier lieu, c'est de par notre complexité de mouvement. Et comme on pu le rappeler Andrew Huberman et Ido Portal dans la discussion, c'est que aucun animal sait aussi bien bouger que nous, aucun animal sait maîtriser autant de patterns de mouvements différents et que donc notre capacité à bouger de manière complexe est fondamentalement une des choses qui fait de nous des humains. Or, c'est rarement une chose qu'on essaye réellement d'améliorer. C'est-à-dire comment là maintenant je peux apprendre à mieux bouger avec mon corps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que c'est le mouvement? Alors le mouvement, c'est la différence entre un contenu et un contenant. Un contenant, comme par exemple un verre, a pour contenu, du coup, imaginons de l'eau. Et souvent, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est au contenant, c'est-à-dire par exemple les sports dans lesquels on va faire différents mouvements. Donc par exemple la gymnastique, le foot, la natation. Donc c'est des contenants qui ont pour contenu des mouvements qui sont donc régis par des règles. Et nous, lorsqu'on fait du mouvement, on ne s'intéresse pas au contenant. On n'essaye pas simplement de mâcher le verre. Non, nous, on s'intéresse au contenu, ce qui est à l'intérieur du contenant, et donc c'est ça la différence entre le mouvement et différents sports. Le troisième point, c'est que souvent on peut se demander par où commencer. Et en fait, ce que nous dit le portal, c'est qu'on peut commencer où on veut parce que lorsqu'on fait du mouvement, il n'y a pas de centre. Donc par exemple, on peut s'intéresser au mouvement par l'intermédiaire du prisme du jeu. Par exemple, j'ai fait un stage avec Kyle Fincham et lui base vraiment toute sa pratique sur le jeu, et à travers différents jeux, on va travailler et découvrir différentes manières de travailler avec notre corps, comme par exemple le développement de la souplesse, de la force, de la coordination. Mais on n'essaie pas simplement de travailler ses qualités en tant que telles, on passe par le jeu pour travailler ses qualités et non pas l'inverse. Par exemple, on pourrait aussi s'intéresser à la colonne vertébrale et simplement s'intéresser à comment mieux je peux la bouger, et ça c'est du mouvement, ok? Mais ce qui est le plus important à garder en tête, c'est qu'il y a une grosse différence entre faire du mouvement avec un M majuscule et faire des mouvements au pluriel, ok? Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est comment peut-on pratiquer toute la journée? Parce que finalement, les seuls moments où on va réellement pratiquer avec nos corps, ça va être lorsqu'on va effectuer des séances de sport. Alors qu'il n'y a pas réellement de bouton de pause sur notre corps et en soi, il est prêt à bouger toute la journée. Donc comment on peut faire pour bouger toute la journée? Et lui, ce que nous dit Ido Portal, c'est qu'il aime bien la manière dont Moshe Feldenkrais voyait finalement le mouvement, le corps. Il voyait premièrement le système nerveux, deuxièmement le système mécanique et troisièmement l'environnement. Et donc lorsqu'on s'intéresse à ces différents systèmes-là, on arrive à trouver différentes manières de bouger. Donc par exemple, parce qu'il était à Hong Kong où il y a énormément de personnes, Ido s'amusait à simplement marcher pendant très longtemps en essayant d'éviter chaque personne sans les toucher. Ça, c'est du mouvement, c'est quelque chose qui est intéressant, comme se balancer sur la chaise. Et généralement, plus les outils qu'on va utiliser vont être évolués, la race de machines, beaucoup de matériel, etc., plus on aura tendance à avoir un corps qui est faible. Alors que plus on utilise finalement des outils qui sont très faciles à utiliser, comme par exemple un mur, une balle, un bâton, un coin, etc., plus on aura tendance à créer un corps qui est fort parce que du coup, on va davantage interagir avec l'environnement, on va davantage travailler notre créativité, notre capacité à bouger et encore beaucoup d'autres qualités. Okay? Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point que je voulais aborder, c'est que pour Andrew Huberman, pour que les enfants puissent réellement développer un système nerveux qui est encore davantage complexe et fort, il dit que c'est davantage intéressant d'avoir une pratique qui est généraliste et donc de faire différentes choses avec notre corps, comme par exemple vous pourrez sauter, lancer, ramper, rester en équilibre, etc. Ça, c'est beaucoup plus intéressant finalement que d'avoir une pratique qui est entièrement spécifique, comme dire ok, mon gosse maintenant il va simplement que faire un seul
ce sport comme le foot. Donc d'un point de vue du système nerveux, c'est plus intéressant d'avoir une pratique qui est généraliste et donc d'où l'importance du mouvement. Sixième point, c'est qu'il existe différentes catégories de mouvements par lesquelles on peut commencer et par lesquelles on peut structurer finalement notre manière de voir l'environnement, de voir le mouvement, le corps, etc. Donc une de ces catégories, c'est la différence entre la contraction et la relaxation. Et peu importe ce qu'on fait, on va davantage se rapprocher d'un prisme plutôt que l'autre. De la même manière, il y a une deuxième catégorie qui est l'expression physique et l'expression martiale. Donc l'expression physique, ce qu'on va faire avec notre corps en tant que tel, certes, mais martial aussi dans le sens, pas forcément dans le sens arts martiaux, mais aussi dans le sens se confronter à d'autres personnes, du coup à l'imprédictibilité de bouger avec notre personne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Troisième catégorie, ça va être l'environnement. Utiliser l'environnement qui se trouve autour de nous. Quatrième catégorie, ça va être tout l'aspect somatique, tout ce qui est travail interne, comme on pourrait retrouver par exemple avec la méditation ou d'autres pratiques. Et dernièrement, il caractérise également la manipulation d'objets. Donc comment maintenant on peut apprendre à bouger à la fois en faisant attention à notre propre corps, mais aussi en faisant attention à notre objet, ce qui est beaucoup plus dur et qui va demander davantage de contraintes au niveau de notre corps et de notre système nerveux de manière générale. Le septième point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, c'est que l'inconfort est nécessaire, mais il doit être mesuré. Et comme l'a répété Andrew Huberman à plusieurs reprises, c'est que commettre des erreurs prépare notre cerveau à mieux apprendre par la suite. Et donc, l'échec est très important pour progresser et c'est même plus qu'important, il est nécessaire. Or, c'est rare qu'on se retrouve vraiment dans des situations dans lesquelles on va volontairement se confronter à des échecs. Or, c'est réellement ça qui va nous faire progresser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à garder en tête. Mais comme d'habitude, il faut faire preuve d'équilibre et de nuance. Et que si maintenant, on se confronte trop à des situations qui ne sont pas confortables, si on est toujours dans l'échec, ça aussi c'est mauvais. Donc là aussi, il faut trouver le bon équilibre. Le huitième point, c'est que, comme nous le dit Ido, c'est que être trop timide dans notre expression corporelle peut causer des grosses blessures. Et c'est souvent en ayant des petites blessures qu'on va éviter les grandes. Et donc, par exemple, simplement apprendre à faire du parcours lorsque vous êtes jeune, certes, ça peut vous causer des blessures, mais par contre, ça peut vous éviter de grosses blessures. Ou par exemple, lorsque vous allez être plus âgé, où vous risquez simplement de louper une petite marche, c'est bon, vous tombez, il y a tout qui se casse. Alors que si auparavant vous aviez développé les bons réflexes, vous auriez pu éviter une plus grosse blessure. Et donc de temps en temps, c'est justement intéressant d'engager ce processus de manière intelligente pour vraiment découvrir de nouvelles choses avec notre corps, voir où sont nos limites, avoir des petites blessures qui nous rendent donc plus forts, antifragiles et nous permettent d'éviter les plus grosses blessures. Le neuvième point que j'ai envie d'aborder, et qui est très important, c'est que la colonne vertébrale est très importante. Si on nous coupe un bras ou une jambe, on peut encore bouger, les conséquences restent limitées par rapport à la colonne. Et surtout que là maintenant, on vit dans une économie de proximité où réellement tout est à portée de main et on n'a plus besoin de marcher. Ce qui fait que logiquement, nos chemins neurologiques sont donc très développés dans cette région, mais du coup, on a oublié l'utilisation de notre centre, entre guillemets, au privilège finalement de la périphérie, et on ne sait plus articuler notre colonne, lancer des choses, etc. Et donc retrouver cette mobilité, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant à la fois dans une perspective de santé et également dans une perspective de mouvement. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder, et c'est aussi quelque chose qu'a répété Ido et Andrew à plusieurs reprises dans le podcast, c'est que être mobile, c'est savoir bouger. Il y a une grande différence par exemple entre une personne qui sait faire le grand écart et du coup on va se dire cette personne elle est vraiment ultra souple, c'est incroyable, et entre par exemple savoir bien articuler notre colonne et vraiment pouvoir la segmenter limite vertèbre par vertèbre. Et donc ça c'est une réelle mobilité. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec notre corps? En quoi notre souplesse nous permet de mieux bouger? Et ce n'est pas forcément parce que vous savez faire un grand écart que vous saurez beaucoup mieux bouger pour autant, parce que tout dépend de pourquoi vous avez créé la souplesse, comment vous l'avez créée et est-ce qu'elle vous sert réellement à mieux bouger ou pas.
Donc ça c'est le 10e point. Le 11e point, c'est que le mouvement est partout, ok? Et ça c'est quelque chose ultra intéressant qu'a dit Andrew Huberman, c'est que language is movement and movement is language. C'est-à-dire que le langage c'est du mouvement et le mouvement c'est du langage. Et en fait, même lorsqu'on lit quelque chose dans notre tête, eh ben on peut observer une activité musculaire de notre larynx et notre pharynx qui est similaire à une lecture à haute voix, ok? À haute voix, pardon. Ce qui signifie que même en fait, lorsqu'on a l'impression de ne pas bouger, on est en train de bouger. Et c'est par exemple aussi la même chose par rapport à nos yeux, c'est que nos yeux bougent constamment, même lorsqu'ils sont fermés, même lorsqu'on dort. Et donc on ne peut pas vraiment parler d'une frontière entre le corps et l'esprit parce que le corps est EST, l'esprit. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que le savoir collectif est très important. Et l'exemple que donnait Ido, c'est que si, imaginons avec votre pote, vous partez dans les montagnes, vous entraînez 8 heures par jour pendant 20 ans, et votre niveau sera toujours en dessous de celui d'un jeune combattant professionnel. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'on a besoin de différents stimulus physiques, comme par exemple des partenaires, et intellectuels, comme par exemple des connaissanses. Okay, donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir progresser. Okay, par exemple, moi j'ai certaines qualités, mais je sais très bien que même en 1000 ans d'existence, j'aurais jamais inventé l'avion. Donc on a besoin des personnes qui peuvent inventer ce genre de choses. On a besoin du savoir d'autres personnes, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre notre pratique au lieu de suivre aveuglement la philosophie de quelqu'un d'autre. Okay, le 13e point maintenant que j'ai envie d'aborder, c'est que la neuroscience dit que quand on regarde vers le haut, on aura tendance à être plus alerte et que réciproquement, quand on regardera vers le bas, on va être plus calme. Ce qui nous prouve bien qu'il y a un lien profond entre mouvement et émotion. 14e point. On ne touche pas assez. On n'est pas en contact avec suffisamment de personnes et nous-mêmes, on n'est pas assez touchés. Et logiquement, c'est dû à certaines valeurs sociales, comme par exemple la peur de commettre des erreurs ou le harcèlement sexuel, la peur de s'ouvrir aux autres. Mais ce qui fait que non seulement on va se sentir plus seul, mais en plus, on va pas développer certaines compétences et on éprouvera du mal à bouger avec d'autres corps. Et ça, c'est très simple. Il suffit de prendre un cours de danse pour que vous en rendre compte. Donc, il faut vraiment garder en tête que la communication, elle n'est pas que verbale, elle est également physique. Et c'est vraiment dommage de limiter ce type de communication au sexe finalement et que la communication physique pourrait s'élargir vraiment dans plein de domaines différents. Okay, donc ça aussi c'est quelque chose d'important à garder en tête. Avant-dernier point que j'ai envie de partager, c'est le 15e point, c'est que souvent on parle de l'importance de la visualisation pour apprendre par exemple à mieux bouger, mais ce que nous disent bien Andrew Huberman, qui est du coup un expert quand même en neurosciences, et Ido Portal, qui est du coup un expert en mouvement, c'est que la visualisation est seulement intéressante quand elle est basée sur une pratique physique accompagnée de feedback utile. Parce que sinon, on va intérioriser un mouvement qui est complètement inventé. On s'imagine que c'est comme ça qu'on doit faire le mouvement, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, ça va pas il n'y aura aucun rapport finalement à la vraie vie, ce qui non seulement va nous faire perdre du temps, mais en plus, ça peut nous faire reculer par rapport à notre progression. Dernier point que j'ai envie d'aborder, qui est aussi excessivement important, c'est que, comme nous le dit Ido, better is better, c'est-à-dire que mieux est mieux. Et donc, ça ne veut pas forcément dire parce que maintenant, vous rajoutez du poids sur vos développés couchés, que vous faites davantage de traction, que c'est forcément mieux. Et donc, ça, c'est vraiment une manière intéressante de voir notre pratique et de se dire comment maintenant je peux faire ce mouvement d'une meilleure manière au lieu de simplement me focaliser sur comment maintenant je peux rajouter du poids, comment là maintenant je pourrais rajouter des répétitions. Ok ? Donc voilà, c'est les 16 points que je voulais vous aborder, c'est les points qui sont ultra importants, que j'ai trouvé très intéressants. Je vous invite à écouter l'interview complète qui est en anglais bien sûr, mais donc là vous avez donc les points les plus importants. Si vous vous intéressez beaucoup au travail d'Ido Portal, j'ai créé une playlist sur YouTube avec toutes les différentes catégories de mouvements desquelles il a parlé et je vous donne vraiment énormément d'exercices que vous allez pouvoir tester afin que vous puissiez réellement avoir des notions pratiques par rapport à ces notions théoriques. Okay, donc je vais vous mettre cette playlist à la fin de cette vidéo. Elle sera affichée sur l'écran et je vais aussi vous mettre une vidéo d'un petit documentaire que j'ai fait sur le mouvement pour que vous puissiez réellement comprendre tous les aspects philosophiques qui régissent cette pratique et qui en font une pratique si
complexe, intéressante et à quel point finalement cette pratique va nous permettre d'avoir un corps qui est fort. Ok, donc je vous mettrai ces vidéos à la fin de celle-ci, elles seront affichées à l'écran. Et en attendant, si vous êtes intéressé au mouvement, j'ai littéralement plus de 500 vidéos sur ma chaîne qui parlent de mouvement, qui parlent de préparation physique, comment véritablement bien savoir bouger, comment développer notre force, notre souplesse, notre endurance, notre coordination, notre vitesse. Il y a énormément de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre parce que je publie aussi 2 vidéos par semaine, du coup vous aurez énormément de contenu théorique et pratique par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me mettre un like sur les vidéos si vous l'avez aimé, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude et c'est tout, c'est ma journée. Bye.